Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Stassini. Avec Inès Galtier-Doriac, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 3e séminaire consacré aux problématiques de l'IA, de la santé numérique, appliquée à nos problématiques de santé. Je remercie la Maison de l'intelligence artificielle, l'Institut Européen et l'Université Côte d'Azur qui se joignent en fait pour organiser ces 3 séminaires. Inès. Merci beaucoup Pascal et bonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir. Alors je tiens à préciser que nous sommes ce soir le jeudi 7 avril 2022 et que nous fêtons donc la 72e édition de la Journée mondiale de la santé. Pour rappel, l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé était le 7 avril 1948 et avait pour action principale la mobilisation autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde entier. Et c'est donc sur cette date d'anniversaire que nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la santé globale et du numérique. Et ce séminaire conclura une série de 3 conférences sur le thème de l'IA et de la santé. Alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis pour les 2 premiers séminaires, le premier séminaire qui traitait de la santé et maladie, donc autour de l'intelligence artificielle et de la médecine prédictive et préventive, mais aussi personnalisée, avec les algorithmes numériques au service de la décision du médecin et au service de la santé individuelle. Le second séminaire que nous avons fait a mis l'accent sur les outils de mesure de nos paramètres physiologiques, mais aussi leur orchestration au sein de cabines intelligentes de télémédecine, mais aussi le dépistage, la surveillance de cette fragilité et l'anticipation d'un risque. Ce 3e séminaire que nous avons ce soir nous invite à prendre du recul sur la santé globale et sa vision holistique de l'individu, et la vision inclusive des actions préventives et curatives, sur le concept de une seule santé, du One Health, pour illustrer le thème de cette journée planétaire. Je vous remercie encore à tous. Je laisse la parole à Pascal pour introduire notre invité d'honneur, le professeur Antoine Tenière. Merci. Effectivement, j'ai l'immense honneur de pouvoir vous présenter le professeur Antoine Tenière, professeur d'anesthésie et réanimation à Paris, qui a un parcours extrêmement intéressant. Il a été notamment au Conseil de pédagogie de la Faculté de médecine de Paris, vice-président de l'Université de Paris. Animé par la passion d'entreprendre, il a cofondé un laboratoire de simulation en santé Illumins. En 2016, Antoine Tenière rejoint le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant que conseiller santé pour piloter la grande transformation des études du système de santé. Lors de la crise sanitaire, Antoine Tenière assure la coordination de la lutte contre la Covid-19 au sein du cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé. Parallèlement, il rejoint le centre interministériel de crise placé auprès du Premier ministre afin de gérer l'ensemble des paramètres de l'épidémie en qualité de directeur adjoint. En fait, il nous vient ce soir au titre de sa nouvelle position puisque en avril 2021, le gouvernement a nommé Antoine Tenière directeur général de Paris Santé Campus. C'est donc à ce titre qu'il va nous parler de la stratégie d'accélération du numérique à l'interface d'une vision globale, une vision syndémique de la santé. Antoine, je te passe la parole. Merci de ta présence. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Inès. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être ici et je trouve que c'est vraiment un magnifique symbole de pouvoir évoquer la santé globale en cette journée du 7 avril, effectivement, qui est la journée mondiale de la santé. Ce qui est intéressant, finalement, quand on prend cette question de l'intelligence artificielle appliquée à la santé globale, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir accorder une nouvelle vision, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'on parle, et quelle stratégie va être coordonnée avec cette nouvelle vision dans le décentrement que va amener la santé globale. On connaissait tous la théorie de la physiologie du milieu intérieur, mais on s'intéresse maintenant au milieu extérieur, et on se rend compte qu'il a un impact extrêmement important qu'on va quantifier avec des données, on va en reparler justement, qui vont être vraiment les briques élémentaires de ce qu'on va pouvoir travailler avec toutes les stratégies d'algorithmique qui vont composer l'intelligence artificielle. Pour porter cette vision-là et pour porter ces stratégies-là, l'État a mis en place de nombreux éléments qui accompagnent notamment la transformation numérique du système de santé et qui vont permettre à notre système de santé, à tous ces acteurs justement, d'évoluer vers ces nouvelles approches. Et puis, in fine, en tout cas on est très vigilant à ça, à toutes ces nouvelles technologies, à toutes ces nouvelles organisations, à tous ces nouveaux usages, finalement, d'améliorer en bout de chaîne, si je puis dire,
le service rendu aujourd'hui à nos patients, mais demain à tous les citoyens, puisqu'on est en train, en tout cas c'est ce qu'on répète tous avec force, d'évoluer vers un système qui va logiquement se centrer plus sur la prévention. Comment est-ce que tout ça s'articule aujourd'hui? Il y a une feuille de route qui a été mise en place par le ministère de la Santé il y a quelques années, qui a créé un certain nombre d'agences et un certain nombre de structures et de politiques publiques qui sont déployées sur l'ensemble du territoire, qui sont coordonnées sur le plan international. Et je trouve que l'expérience de la crise Covid a montré combien non seulement il y avait besoin justement de cette coordination internationale, notamment à l'échelle de l'Europe, et combien elle pouvait être utile. On a eu beaucoup d'exemples à travers le pass sanitaire, à travers la stratégie pour les vaccins par exemple, qui montrent combien justement on doit aborder cette dimension aujourd'hui. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que toutes les fondations, avec la délégation interministérielle du numérique en santé, avec l'agence du numérique en santé, avec la création du Health Data Hub, ont permis de faciliter la transition numérique du système de santé et d'évoluer vers des politiques publiques qui accompagnent justement cette transformation numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous vu dans notre vie quotidienne, dans les transports, dans la musique, etc., combien le numérique changeait profondément les usages. Ça ne fait pas défaut évidemment dans la santé, simplement l'État a besoin de s'y approcher un petit peu plus parce que la santé est un secteur régulé. Et donc dans le cadre de toute cette stratégie, qui est coordonnée évidemment avec la stratégie pour l'intelligence artificielle qui a été annoncée par le président de la République et portée par Cédric Villani initialement, eh bien il y a un objet visible qui s'appelle Paris Santé Campus et dont j'ai effectivement pris la direction et qui a vocation à participer justement à cette accélération de la transformation numérique de santé en rassemblant les talents, les acteurs qui vont penser les grandes évolutions nécessaires au sein du système de santé. En travaillant sur la donnée, en travaillant sur tous les aspects de la donnée, la collecte, la structuration, la sécurisation, la valorisation, l'algorithmique dont on va parler ce soir, en travaillant sur les métiers et les talents, avec une ambition effectivement qui est de fédérer l'ensemble des acteurs sur le territoire et de donner une dynamique qui accompagne cette transformation numérique du système de santé, avec les grands acteurs spécialisés dans ces questions de numérique pour la santé français. Vous avez vu INSERM, INRIA, les instituts de recherche nationaux, mais également le Health Data Hub et l'agence numérique que j'ai cité, avec la vocation de rassembler en un même site et de façon tout à fait unique des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des soignants, des institutions qui vont se rencontrer, qui vont dialoguer et qui vont imaginer ensemble des solutions pour améliorer la prévention, améliorer le soin, améliorer le diagnostic, améliorer les parcours, améliorer l'information de nos concitoyens sur tous ces enjeux de transformation numérique du système de santé. Et donc dans un format tout à fait inédit et sur une surface exceptionnelle, puisque aujourd'hui on a ouvert un premier site de 20 000 m², mais qui va ensuite déménager dans un site qui est l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce de 70 000 m². Nous rassemblons dès aujourd'hui des instituts de recherche académiques, des soignants et puis des entreprises, que ce soit des très jeunes start-up ou des grands groupes français qui ont vocation à devenir les licornes de demain, accompagnés justement par toute cette expertise académique. Et donc c'est un petit peu la fusion, si vous voulez, d'une grande structure de recherche, le MIT par exemple, et puis d'une grande structure d'accompagnement d'entreprise, la Station F. Donc c'est un ensemble voilà, qui a vocation à devenir un emblème sur le plan national et sur le plan international, et surtout à fédérer tout un réseau et toute une dynamique sur le plan territorial. Et c'est pour ça que je suis très heureux de votre invitation ce soir, parce que l'expertise qui existe dans chacun des territoires, il faut la valoriser, il faut la mettre en avant et il faut savoir justement la fédérer dans cette dynamique nationale que porte Paris Santé Campus, et au-delà de ça, toute la stratégie d'accélération du numérique en santé. Donc voilà un peu les grands éléments autour de Paris Santé Campus. Et pourquoi est-ce que finalement c'est un outil très intéressant pour penser ces enjeux d'algorithmique dans la santé globale? Eh bien parce qu'aujourd'hui la santé globale c'est avant tout une vision qui va faire se rencontrer différents mondes qui sont un petit peu segmentés. On parle de la santé humaine, on parle de la santé animale, il y a des enjeux environnementaux qui sont très importants, et je crois qu'on va voir ce soir à travers les différentes prises de parole combien les sujets peuvent être variés. Je vais apprendre beaucoup de choses moi sur la santé animale,
globale. Et donc c'est un bon témoin finalement de la nécessaire traduction ou des nécessaires liens qu'on va devoir mettre en place justement pour arriver à connecter tous ces mondes qui vont former in fine un tout qui est la santé globale. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, il faut évidemment d'abord parler de données et c'est vraiment l'élément principal qui va nourrir justement l'algorithmique. Un des enjeux qu'on travaille aujourd'hui sur le système de santé justement, c'est d'arriver à diffuser cette culture de la donnée qui va permettre de créer des jumeaux numériques. Et il faut imaginer une voiture complète. Aujourd'hui, on a quelques pneus, on a le volant, on a le levier de vitesse, mais in fine, il faut qu'on arrive à construire justement cette voiture complète et qu'elle roule correctement. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire dans la santé avec ces jumeaux numériques. On récupère des données sur des systèmes biologiques, on récupère des données sur des organes, on récupère des données sur des systèmes de soins et puis petit à petit, on les assemble, on les connecte et puis on vérifie qu'on peut créer des modèles qui vont justement permettre de simuler de façon complètement virtuelle un certain nombre de systèmes physiologiques. Et donc, penser santé globale, c'est simplement penser avec une échelle différente. On va partir de la cellule, qu'on commence aujourd'hui à être capable de modéliser avec tout ce qu'elle a d'organelles, de mitochondries, etc. Et puis passer à une échelle supérieure, l'organe, l'organisme, le système de santé, et puis l'environnement de façon plus globale. Et donc, ça nécessite qu'on coordonne des stratégies de collecte et d'analyse de données, c'est ce qui est fait dans la santé, mais qu'on la coordonne également avec les stratégies d'analyse et de collecte et d'analyse de données dans les autres environnements, dans la santé animale bien évidemment, et puis dans toutes les stratégies qui sont liées à l'environnement pour essayer de comprendre leurs impacts et leur interaction à travers ces modèles simulés. Donc c'est d'une complexité extraordinaire, mais il faut commencer à un moment. Je crois que le fait de porter cette vision, de porter cette conception et de voir à quel point c'est impactant pour notre système de santé et la conception qu'on fait de la santé humaine sont des moteurs très intéressants. Je vais reprendre peut-être un exemple pour montrer à quel point c'est essentiel. On a tous vécu des mois un petit peu compliqués et on a vu à quel point à la fois les enjeux de prévention en santé publique étaient importants. Je parle bien évidemment de l'épidémie Covid-19 et on a vu à travers quelques exemples également comment est-ce que la santé animale pouvait être connectée à l'épidémie. D'abord parce qu'on imagine qu'il peut y avoir des recombinaisons de virus qui amènent finalement des virus animaux vers des cibles humaines, même si on n'en a pas encore l'origine exacte pour la Covid-19. On sait que c'est une réalité pour d'autres épidémies, notamment l'épidémie VIH, quelques années auparavant. Et puis on a vu qu'un des enjeux que connaissent bien les virologues dans ce type d'épidémie, c'est les mutations que vont générer les virus quand ils se répliquent. Et une des particularités, c'est que certaines espèces animales peuvent être atteintes par le virus. Et quand on a des élevages d'animaux extensifs, eh bien, on va avoir une concentration d'infections qui vont se propager chez ces animaux, qui vont générer des variants de façon beaucoup plus importante et parfois de façon beaucoup plus importante que dans les populations humaines et qui vont créer justement des risques d'apparition de nouveaux variants qui peuvent potentiellement avoir un peu plus de gravité pour les humains. Donc c'est un exemple et il y en a énormément d'autres bien évidemment qui montrent pourquoi est-ce que nécessairement l'homme doit s'intéresser à la santé des autres êtres vivants qui vivent sur cette terre. Donc c'est une prise de conscience, je pense, qui est essentielle, qu'on accompagne, qui nécessite, au-delà de données, d'arriver aussi à ouvrir des écosystèmes. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important, arriver à rencontrer des expertises qui sont complémentaires, qui sont différentes, et comprendre comment est-ce qu'elles peuvent enrichir nos problématiques dans la santé humaine, ou comment est-ce que la santé humaine peut enrichir les problématiques dans la santé animale, et finalement se rendre compte qu'on a des intérêts communs à partir du moment où on va trouver un langage, un objectif commun, et qu'on va s'aligner justement vers la construction de ces modèles numériques qui nous permettront de disséminer des stratégies d'intelligence artificielle. Voilà les grandes lignes, en tout cas théoriques et conceptuelles, de ces approches de santé globale. Évidemment, l'intelligence artificielle, je suis désolé de répondre à la réponse peut-être avant la fin de
la table ronde, mais n'est pas un mythe, c'est une réalité. Elle existe déjà, on l'utilise déjà, soit en termes de recherche ou dans d'autres applications en pratique courante et dans la vie courante. C'est un progrès qui est important, c'est un progrès qu'il faut penser avec le respect et la garantie qu'elle amène un impact positif pour notre système de santé, évidemment, mais pour l'humanité au sens large. Et c'est une réflexion qu'il faut évidemment associer avec la réflexion technologique qui est liée à la collecte des données, à leur sécurisation, à leur analyse algorithmique, qui sont les nécessaires chemins justement pour arriver au développement de cette intelligence artificielle. Et en ça, pour revenir sur l'aspect international que j'ai cité au début de mon intervention, je pense que la France a un rôle très fort à jouer. On voit d'autres pays qui se sont déjà positionnés sur des enjeux autour de la donnée, avec des modèles qui sont peut-être pas forcément les modèles qui sont les choix de nos sociétés occidentales, des modèles libéralisés, des modèles contrôlés, et la réflexion qu'on doit ouvrir de façon collective dans notre société à tous les échelons, local, régional, départemental, national, est absolument essentielle pour définir les garanties qu'on souhaite promouvoir justement dans les modèles d'intelligence artificielle. Et en cela, encore une fois, la France, qui a un tissu d'innovation extrêmement riche et qui a cette réflexion philosophique inscrit dans son héritage, je pense, est vraiment un des moteurs, en tout cas doit être un des moteurs de son positionnement, de ce positionnement éthique justement de l'intelligence artificielle à l'échelle européenne. Et pour terminer, je dirais que c'est tout à fait le moment de s'y mettre, puisque vous savez que la France aujourd'hui occupe la présidence française de l'Union européenne pour justement arriver à poser une partie de ces questions-là. Voilà, merci beaucoup en tout cas de ces éléments et je serai ravi de répondre aux éventuelles questions. Merci Antoine Ténière. Alors, comme il est de coutume de passer la parole à la salle ou de savoir si des questions ont été posées sur le web. Oui, Monsieur Landy. Merci beaucoup, très intéressant. Certainement, il a besoin, vous avez dit clairement, de considérer la santé humaine, la santé animale et toute la partie de notre univers. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà, je prends un exemple, votre campus santé, est-ce qu'on a aussi la partie animale qui est prise en considération? Alors, on commence à le faire. Je pense qu'on en est au balbutiement pour répondre à votre question. Je pense qu'on commence à mesurer aussi l'impact et le potentiel. Vous avez certainement vu récemment un excellent rapport sur la santé publique qui a été publié et rédigé par Marcel Chauvin. Franck Chauvin, merci. Désolé Franck. Et donc voilà, il y a énormément de pistes, je trouve, dans ce rapport qui nous oriente vers ces approches-là. Il suffit de regarder l'impact de la pollution environnementale, il suffit de regarder l'impact des épidémies, j'en ai cité quelques-unes, pour comprendre combien cette vision est absolument essentielle pour nous. Voilà. Donc on ne le fait pas encore complètement, mais c'est un chemin qu'on doit emprunter tous ensemble. Merci. Alors, en attendant que d'autres questions arrivent, j'ai une question pour Antoine Ténière, puisqu'il parle de ce rapport qui est très important en matière de santé publique. Hein. On a peu de choses en santé publique qui apparaissent. Hein. Il y a eu une loi il n'y a pas si longtemps que cela, et là, ce rapport qui préconise finalement une sorte d'approche de proximité de la santé publique avec des instituts régionaux. Est-ce que dans le cadre de la santé numérique, on voit ces éléments-là s'inscrire dans la stratégie nationale ? Alors oui, là je suis assez à l'aise pour vous répondre et je vous remercie beaucoup de cette question. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on fait. Alors on peut les amplifier toujours évidemment, mais encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'épidémie récente. À aucun moment dans notre histoire, nous avons eu à disposition la possibilité de connaître en temps réel, sur chacun des territoires, à l'échelon vraiment très fin des communes notamment, l'évolution d'une pathologie. Et le fait d'utiliser l'outil numérique pour connecter la totalité des laboratoires de biologie français à travers un seul système en 3 semaines,
Je pense que si on y avait réfléchi en dehors d'une épidémie, on aurait fait une planification sur 3 ans avec un certain nombre de pilotes pour se dire que 2 ans après, on serait en phase opérationnelle. Et donc là, c'est une prouesse technologique qui fait partie justement des conséquences directes de toute cette stratégie qui a été mise en place autour du numérique en santé et qui est un excellent exemple de notre capacité à collecter des données de façon extrêmement précise. Donc là, c'était dans une pathologie, la Covid. Mais derrière, évidemment, l'objectif, c'est d'amplifier cette stratégie-là sur le cancer, sur les maladies pédiatriques ou les maladies maternelles, on va en parler aujourd'hui, et dans beaucoup d'autres dimensions. Et peut-être simplement pour compléter, le corollaire de cette stratégie de collecte de données, et ça a été quelque chose qui n'a pas forcément été complètement bien vu ou compris, c'est la transparence des données. Et là aussi, c'est un élément essentiel. La confiance qu'on peut avoir dans le numérique, elle passe aussi par cette notion de transparence. Et il y a eu une stratégie inédite d'ouverture de données qui ont permis justement à tout un chacun, parce que les données étaient ouvertes, de travailler dessus et d'avoir des analyses complémentaires, de faire monter des initiatives exceptionnelles. Vous avez tous vu quelques personnes ou data scientists comme Guillaume Rosier, justement, qui travaillaient sur les données. Le réflexe de certains, ça a été de dire, finalement, ils font le travail que les pouvoirs publics ne font pas. Et en fait, c'est pas la réalité. Ils font un travail complémentaire parce que ces données sont disponibles et les pouvoirs publics analysent les éléments dont ils ont besoin. Donc c'est justement cette complémentarité de vision et d'analyse qu'on va pouvoir avoir à partir du moment où on a de la donnée et à partir du moment où on peut l'ouvrir, qui va nous conduire justement vers cette évolution de santé globale qui est extrêmement importante. Question dans la salle. Ma question s'adresse au professeur Ténière. Vous avez dit un mot sur les communes. Donc dans ce schéma de transformation du système de transformation numérique du système de santé, vous parlez d'une fédération de tous les acteurs. En quoi les communes peuvent être concernées et quel rôle les communes peuvent jouer dans ce schéma-là? Alors là aussi, je vais vous répondre peut-être avec l'image de la crise. On a vu combien les communes étaient essentielles dans le premier lien finalement avec la population et ont été en première ligne pour apporter des réponses, des informations, des actions, la mise en place de centres de vaccination. L'objectif, alors je ne suis pas là dans la définition de politique publique, c'est pas mon rôle et je ne parle pas pour le ministère de la Santé ce soir, mais dans une vision où finalement on va pouvoir connecter des initiatives avec chacun des acteurs et des niveaux qui sont nécessaires pour donner cette vision globale. Donc le travail, à mon avis, à faire justement avec les structures sanitaires et les élus locaux, c'est d'arriver à bien définir les périmètres d'activité, les grands enjeux de santé publique. Je crois que c'est justement un des axes qui va être discuté ce soir, et de voir la façon dont ils peuvent être accompagnés entre des éléments opérationnels et puis des stratégies d'innovation et la façon dont on va justement créer cette chaîne d'intégration de l'innovation ensuite dans le rôle que chacune des structures va porter, que ce soit à l'échelon communal, départemental, régional ou national. Alors juste pour compléter ce que vous vouliez poser comme question, c'est vrai que en tant qu'élu, on pense à la dématérialisation et nos rapports avec les citoyens. Je pense qu'effectivement, il y a toute une compétence qui va vraisemblablement naître au fil du temps. Il y a aussi peut-être le lien que l'on peut faire avec les médecins qui exercent, tous les professionnels de santé qui exercent dans ce rôle de proximité. C'est vrai que la Covid a remis, j'oserais dire, au goût du jour, alors qu'on parlait de millefeuilles, peut-être que le cœur d'intérêt de chacun d'entre nous. Les actions de télémédecine qui ont été déployées l'ont été déployées parce que aussi il y avait une prise de position de la part des médecins locaux qui finalement faisaient peut-être tomber un petit peu toute l'inquiétude qu'il y avait autour de toutes ces nouvelles actions, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, la télémédecine a progressé de manière phénoménale, peut-être pas aussi bien encadré qu'on le souhaitait au départ. Et donc, peut-être que... Est-ce qu'il y a encore une autre question Moi, j'en ai une, en fait. Merci. Alors, c'est complètement... En fait, ça rebondit complètement sur ce que tu viens de dire. En fait, je pense, si on n'avait pas eu l'épidémie Covid, est-ce que vous pensez que, justement, ces nouvelles technologies autour de la santé numérique ont été développées comme ça, cette symbiose, enfin, ça me paraît tellement évident que d'un coup...
Alors, elles auraient été développées, mais peut-être pas aussi vite. Et donc, clairement, il y a un effet d'accélération. J'ai donné quelques exemples avec le système CIDEP, mais il y en a beaucoup d'autres dans l'enseignement, dans tous les éléments qu'on a vus. On parlait de la télémédecine. L'objectif, c'est de comprendre ensuite comment ces accélérations peuvent être intégrées dans les pratiques courantes. Effectivement, Pascal l'a dit, la télémédecine, elle s'est développée avec des outils un petit peu artisanaux au départ. Il y avait des plateformes qui étaient très structurées, mais à côté de ça, il y avait aussi des consultations avec un smartphone, etc. Donc l'objectif, c'était rapidement de donner accès à ces outils, de favoriser ces usages, et puis ensuite de les intégrer dans des logiques structurées. Et je crois que les éléments récents, par exemple l'intégration de la télémédecine et de la télésurveillance dans la loi de finances de la sécurité sociale sont des très bons exemples de la façon dont ces éléments vont passer ensuite dans la pratique courante. Et l'objectif, c'est d'arriver, à mon avis, à faire deux choses. Conserver cette dynamique d'innovation pour le numérique qui a été extrêmement forte parce qu'il y en avait besoin et de continuer sur ces besoins. Et puis deux, de comprendre que cette dynamique, elle s'est aussi mise en place parce qu'il y a des acteurs qui ont travaillé en synergie et que c'est pas uniquement de la technologie qu'on va porter, mais c'est aussi de l'organisation et de l'usage. Et donc, il faut accompagner vraiment tous ces éléments-là pour avoir la même efficacité de mise en place en dehors de l'épidémie, parce que cette épidémie va bien se terminer un jour. Merci beaucoup, je pense. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais introduire notre deuxième speaker, donc le docteur Isabelle Aubanel, donc qui est directrice de la santé, déjà au développement des solidarités humaines au département des Alpes-Maritimes. Elle est arrivée en 2001 au Conseil général 06 comme jeune médecin généraliste et médecin territorial depuis 2005. Le docteur Isabelle Aubanel a eu en charge pendant près de 15 ans un service de PMI. Elle a été nommée directeur de la santé au début de la pandémie de Covid le 1er avril 2020. Elle nous parlera aujourd'hui du numérique au service de l'évaluation des politiques publiques en matière de santé globale. Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je vais faire un lien assez direct entre la vision nationale de vous, professeurs, et la vision territoriale que l'on peut avoir, nous, au département des Alpes-Maritimes, en matière de santé et d'innovation. Pour vous dire qu'effectivement, l'institution départementale porte des missions de prévention et de promotion de la santé, ça tout le monde le sait, à tous les âges de la vie, avec une approche vraiment universelle et égalitaire pour l'ensemble de la population. On le développe à travers de nombreux thèmes de santé publique que l'on essaye de prendre vraiment en considération activement. La vaccination, qui a été un des grands enjeux de notre activité pendant des mois, puisqu'on a été un département un peu pilote aussi dans la prise en charge de la vaccination et le développement de nos centres de vaccination. La veille sanitaire, la vigilance face aux pathologies infectieuses et émergentes, la lutte contre le cancer dans toutes ses dimensions, toutes les maladies chroniques, la malnutrition, l'obésité, la santé environnementale, bien évidemment, la lutte contre les addictions. Je fais un petit répertoire, l'approche de la santé mentale, la santé sexuelle. On essaye un peu de s'occuper de tous ces axes stratégiques en santé publique et selon des dispositions qui sont parfois régaliennes, comme ma collègue va le développer tout à l'heure par rapport aux actions de PMI, ou sous couvert de délégation ou de conventionnement avec différents organismes de tutelle. Alors l'ambition santé au département s'attache vraiment également à travailler sur l'innovation, l'aide à la recherche et le développement, et l'expertise et la stratégie territoriale en santé. C'est vraiment un axe fort que l'on souhaite aussi développer au département pour réduire les inégalités territoriales face à la santé, l'accès aux soins, les déserts médicaux, le renoncement et la précarité, et pour engager des projets novateurs à l'échelle départementale en matière de santé. Et fort de cette vision-là, le département des Alpes-Maritimes souhaite vraiment, à travers un plan santé départemental en cours d'élaboration, mais qui aura une impulsion de 2022 à 2028, porter une vision ouverte de la santé populationnelle et de la santé publique dans tous les axes décrits afin de contribuer à faire vivre cette nouvelle santé globale, tout en améliorant bien évidemment la qualité de vie et le bien-être des Maralpins. Alors en effet, être en bonne santé, ça veut dire quoi? C'est pas seulement ne pas souffrir de maladies.
Être en bonne santé, c'est vraiment pouvoir bénéficier d'un environnement favorable à sa propre santé, donc avec sous couvert donc des conditions sociales et culturelles, de l'enseignement, du logement, du travail, de la mobilité, et avoir ainsi la possibilité en tant qu'individu d'être l'acteur principal de sa propre santé en ayant compris et accepté d'orienter au mieux ses propres comportements tout au long de son parcours de vie. Et c'est grâce à la compréhension de toutes ces interconnexions entre ces multiples facteurs qui construisent la santé d'un individu que la réflexion autour de la santé globale peut s'engager. Et on le voit à travers le parcours de vie, la trajectoire de vie et les déterminants de santé, avec sur cette diapositive. Alors c'est un peu flou, excusez-moi. Et on voit qu'on part de l'inné, qui détermine qu'une toute petite partie de tous ces déterminants de santé, et qu'on est entouré d'un écosystème environnemental qui va construire l'intégrité santé de l'individu. Et cet environnement va se modifier tout au long de la vie, et on voit que ça nous suit dans notre parcours, et que finalement, on voit que l'inné a vraiment une petite dimension par rapport à l'acquis et par rapport au subi aussi de tout l'environnement et du milieu de vie sur toute cette trajectoire et ces déterminants de santé. Et ça, c'est vraiment cette approche globale de la santé globale, et cette vision qu'on essaye aussi de porter et d'inculquer, nous, au département, auprès de tous nos collègues professionnels quand ils portent leurs projets de santé, pour avoir vraiment cette vision prospective de la santé à l'échelle départementale. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Donc voilà, cette fameuse vision prospective, on se saisit bien de cet impact fort de ces multiples déterminants de santé. Ça y est, tout le monde l'a compris. Et on souhaite vraiment intégrer cette dimension santé dans toutes les politiques publiques. C'est l'objet de mon propos, c'est ce que j'essayais de vous exposer, pour améliorer les impacts de toutes nos politiques publiques, pour améliorer ces impacts en santé et répondre surtout aux problématiques émergentes issues des questionnements des usagers. Donc c'est vraiment ce parcours-là, à travers le parcours santé de nos politiques publiques que l'on mène, et où on va essayer d'arriver à une acculturation en santé pour que chaque porteur de nos politiques publiques se questionne sur l'impact en santé de ses projets et puisse ainsi valoriser son projet en utilisant cette vision. Donc il faut penser la santé dans chaque action portée par notre département. C'est ça l'ambition générale. Donc, à travers cette cartographie des impacts de chacune de nos politiques et sous le prisme de la santé, on pourra ainsi construire une base de données départementale des déterminants de santé. Donc, c'est un vœu pieux. On essaye d'y travailler avec vraiment de catégoriser tous les déterminants de santé en fonction de chacune de nos politiques publiques et d'avoir cette vision élargie au niveau départemental de ces impacts en santé. Et donc, avec un peu d'espoir, une fois que ces données pourraient être passées au crible de l'intelligence artificielle, cela pourrait nous permettre de penser à des outils de prévention directement connectés à nos actions publiques. Alors c'est un axe stratégique fort de développement que l'on souhaite penser avec tout l'écosystème de l'intelligence artificielle pour mettre en œuvre ces moyens technologiques d'aide à la promotion et à la prévention au bénéfice de la santé globale. Alors, on a des exemples, on peut penser des exemples, mais là, on va avoir vraiment besoin du comité d'experts, du Smart Team et de toutes vos bonnes idées pour arriver à agglomérer justement cet ensemble ces axes stratégiques et cet ensemble de données que l'on va essayer de récupérer pour en faire vraiment des outils au bénéfice de la santé globale et dans le 06, pour commencer. Donc, quelle est la vision de la santé
à l'échelle de ces nouvelles technologies, on a bien compris que l'intelligence artificielle se situe délibérément au cœur de la médecine et de la santé du futur. Et chez nous aussi, c'est grâce au Smart Deal et à l'explosion des usages de l'IA que l'on s'est rendu compte à la petite échelle départementale de toutes ces avancées technologiques. Les données médicales sont une ressource inestimable pour prédire toutes les maladies, diagnostiquer les pathologies, améliorer le suivi des patients et les aider eux-mêmes à prendre soin de leur santé. On sait que l'intelligence artificielle aura toujours un impact important en santé sur les spécialités qui sont vraiment portées par l'imagerie, la radiologie, la napath, l'ophtalmo, etc. Mais il faut lui trouver d'autres champs novateurs aussi et de prédilection pour faire grossir en fait la spécialité santé induite avec l'IA et voilà, vraiment engager des réflexions IA et environnement, qualité de l'air, de l'eau, température, météo, qualité des sols, IA et alimentation, IA et mobilité, IA et sport, tout ce qui fait qu'on va intervenir sur les déterminants de santé et comprendre et argumenter sur cette santé globale. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA? Moi, je pense que oui. Il faut juste s'assurer que les données dont on l'alimente sont fiables et que on l'entraîne bien à trier et à comparer les éléments qui sont comparables, justement. Et on ne peut pas s'improviser créateur d'IA avec juste de bonnes idées. Donc, c'est pourquoi le département recherche vraiment à s'entourer d'experts en capacité de l'orienter vers les bons dispositifs. Voilà, je ne voudrais pas qu'on sorte de cette conférence en pensant qu'on va être des promoteurs d'IA. Voilà, on veut pouvoir être, faire parler nos bonnes idées et qu'il y ait de la conception derrière pour qu'on puisse les intégrer dans un système opérationnel. Donc l'IA est une véritable révolution dans le domaine de la santé, mais jusqu'où peut-elle aller? Donc on a compris qu'elle est entraînée à détecter des maladies, qu'elle permet de confirmer ou d'infirmer des diagnostics, elle peut améliorer la rapidité d'intervention. Je pense que vous êtes allé un peu vite dans mon propos. Est-ce qu'elle peut remplacer un médecin? Alors effectivement, je pense que non, là, parce que l'intelligence artificielle pourra augmenter le médecin en l'aidant à prendre des décisions, mais cette décision lui appartiendra toujours. Elle ne supplantera pas le médecin et c'est vraiment ça aussi qui est important à penser, c'est qu'il faut veiller à cette sécurité. Et sa plus grande limite, on le pense, hein, et il n'y a pas que moi qui l'ai dit, c'est l'incapacité à battre l'humain dans tout ce qui est perception, communication et créativité. Parce que, comme le dit Madame Daniela Russe, il lui manque l'intelligence sociale, et ça, c'est la spécialité du département. Le département, à travers ses appels à projets, porte vraiment cette vision donc un peu innovante et prospective et participe activement à ce bouleversement des paradigmes sur la santé portée par les nouvelles approches technologiques et a déjà financé depuis le 2007 24 projets qui ont pour thématique l'intelligence artificielle et le numérique en santé pour un montant total de 595 francs, non, je ne ferai pas la blague, plus d'1 500 000 euros sur des sujets donc, tels que l'aide à la décision, la chirurgie assistée par ordinateur, enfin tout ce qui est et ce qui motive nos équipes de recherche au niveau du département avec des structures bénéficiaires qui sont les établissements de soins publics, les associations, les équipes médicales et les équipes de recherche départementales. Alors, j'ai mis un listing de tous les projets financés par le département en matière d'IA, avec des projets donc, qui sont en cours depuis 2017, et dont un des derniers qui a été présenté ici lors d'une des conférences sur le lung screen et l'IA. Et je vais vous parler de deux projets qui font vraiment
le lien entre la santé globale et l'intelligence artificielle, donc 2 projets portés par le département, qui sont des applications immédiates de ces dispositifs, donc utiles aux mares alpins. On a le dispositif robotisé Gloria, qui est destiné à la rééducation de la main et du membre supérieur chez l'adulte et l'enfant en situation de handicap. C'est un appel à projet de 2019 porté par le docteur Jean-Pierre Flambard de PEP 06. Et ce dispositif permet la rééducation de la main et du membre supérieur et dispose d'un gant robotisé qui mobilise à la fois la main et les doigts de façon collective ou individuelle et simultanément, pendant que le patient peut suivre sur un écran la représentation de sa main en 3 dimensions. C'est bête parce qu'en fait, c'est pas mon bon. Et en fait, cet outil, ce robot, permet une combinaison entre la mobilisation et l'image et est complété par un retour sonore qui permet au patient de mieux se réapproprier les mouvements. En fait, ça utilise un principe de biofeedback virtuel qui favorise la stimulation des facteurs qui facilitent et guident la neuroplasticité. Et là, c'est l'IA qui entraîne les neurones. C'est pas le contraire. Et donc, l'intelligence artificielle, basée sur des algorithmes, détecte, grâce à des capteurs sensorimoteurs, les difficultés lors de la flexion ou de l'extension de la main et permet au patient d'aller lui-même au bout de son mouvement. La répétition des mouvements initiés par le système de robot améliore la plasticité cérébrale grâce à l'adaptabilité continue de la machine et aux capacités du patient. Donc on voit bien comment l'IA a intégré, grâce à tous ces petits capteurs dans le robot, ce mécanisme et aide le patient qui souffre de difficultés de mobilité de ses membres supérieurs à retrouver une mobilité et entraîne en plus, c'est là où c'était un peu amusant, j'ai trouvé que c'est l'IA qui permet d'entraîner les neurones du patient, voilà, alors qu'on l'a entraîné aussi de son côté à comprendre ce dispositif. Donc c'était assez innovant en 2019. Alors, l'application du docteur Adjes de l'Institut Arnaud Zanck, je pense que vous en avez déjà parlé ici et aussi sur les plateaux par rapport à la MIA. Et là, on a vraiment un dispositif innovant parce qu'il permet, alors c'est un peu complexe à expliquer, donc je vais essayer d'être synthétique. Il permet d'avoir une évaluation du rétrécissement d'une artère coronaire avant de faire le pontage coronarien. Et pour cela, c'est seulement la fraction, la mesure invasive de la fraction du flux de la réserve coronaire qui permet de prédire le fonctionnement à long terme de ce pontage dans des sténoses qui pourraient être intermédiaires. Et grâce à l'évaluation de ce retentissement fonctionnel et hémodynamique par rapport à la lésion, on arrive à avoir une image prospective de ce qui va être quand on va pouvoir faire le pontage. Cependant, malgré tout, cette technique chirurgicale est compliquée, elle est invasive et elle peut être un peu... elle est difficile à mettre en œuvre en tout cas. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, on est arrivé à entraîner un outil qui permet de calculer cette FFR, mais à travers une méthode informatisée, donc basée sur l'intelligence artificielle, qui calcule cette fraction de réserve à partir des images standards de la coronarographie. Et donc, on modélise une FFR virtuelle grâce à l'IA et à un algorithme dédié. Et là, on n'est plus du tout invasif. Donc ça, c'est le premier effet. Je ne le dis pas. C'est le premier effet de l'IA à travers ce changement d'une méthode invasive à une méthode juste analytique.
Et donc cette analyse peut être faite de façon rétrospective et elle permet une meilleure prise en charge chirurgicale pour réaliser les pontages sur des lésions qui le nécessitent et qui sont basées donc sur la valeur de ce coefficient plutôt que sur l'estimation visuelle seule. Et donc la nouveauté portée par cette équipe, c'est que ces données qui alimentent l'IA sont issues de toute leur base de données d'études monocentriques qui analysent toute leur coronarographie avant le pontage, à la fois avec une expertise visuelle du chirurgien, enfin du cardiologue chirurgien, et à la fois avec l'analyse de ce fameux coefficient issu de l'IA. Et le chirurgien cardiaque doit donner sa stratégie par son analyse visuelle et après par son analyse issue de ce coefficient. Et c'est grâce à cet objectif, c'est grâce à cette différenciation en fait, que l'on va permettre de diminuer les gestes chirurgicaux en adaptant ou pas, en fonction du résultat, le geste au résultat du coefficient issu de l'IA. Voilà, c'est vraiment deux exposés, deux projets que le département a financés, qui sont effectifs, qui fonctionnent, qui ont de bons résultats à la fois, chacun d'entre eux, et qui montrent comment on intègre l'intelligence artificielle dans le parcours santé du patient et au bénéfice de sa santé globale. Et donc, pour conclure, IA, mythe ou réalité, moi je pense que c'est véritablement une médecine sur mesure qui émerge, où ce qui est soigné n'est plus la maladie ponctuelle dans le corps du malade, mais le malade et toutes ses données et toutes ses spécificités dans une approche globale de sa santé. Tout va très vite et il ne faut pas louper le train de l'intelligence artificielle. Il faut suivre cette évolution pour ne pas se faire distancer par le progrès, en sensibilisant les médecins aux enjeux du numérique et en faisant évoluer leurs compétences. Mais il faut être des veilleurs et des objecteurs, parce que ces avancées technologiques ne doivent pas entraîner une déshumanisation de l'usage, mais au contraire aider à gagner du temps et à potentialiser le lien social et médical. Le futur, c'est la santé 4.0, la médecine, le soin, la prévention augmentée grâce à l'IA. La santé 4.0, c'est bien la volonté annoncée du département pour que la santé de demain soit aidée et assistée en toute sécurité et humanité par l'infini potentiel de l'intelligence artificielle. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Le professeur Tesnier a parlé beaucoup des données, de l'importance des données. Isabelle a parlé de l'importance aussi des données. Et on cherche, si j'ai bien compris, de créer une base de données. Mais le problème que je trouve toujours en face des gens, ils me disent, mais mes données de santé, je ne vais pas les donner. Je ne veux pas qu'ils soient à disposition et à peut-être un jour. J'étais récemment en discussion sur un article qu'on a écrit parce qu'il y a en France cette grande entreprise Doctolib, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Doctolib, je me rappelle bien. Et des amis me disaient, c'est français. Mais si demain il vient d'être racheté par une entreprise américaine, un des GAFAM, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors je voudrais poser la question à vous. Qu'est-ce que vous aurez répondu, docteur Ternier, docteur Aubanel? Alors, je ne vais pas être une base de données départementale. Voilà, il faut effectivement que ça soit sécurisé. Alors, on a des process de sécurisation, mais on nous pose souvent la question. Donc, nous, au département, on ne va pas créer un alien de base de données. Ce n'est pas du tout le concept et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire, bien évidemment, puisqu'il faut qu'on soit tous respectueux effectivement de la conscience des gens et de ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas. Après, sur notre projet,
on ne va pas forcément récupérer des données de santé individuelles. On va essayer d'avoir des données populationnelles qui sont des impacts en santé, des politiques que l'on va porter et qui peuvent permettre vraiment cette vision globale. Donc là, je ne pense pas que dans le virage que j'essaye d'amorcer, on ait de risque de fuite de données numériques de santé vers les grands porteurs, les GAFAM, comme vous disiez l'autre jour. Voilà, on va essayer de protéger tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est toujours dans l'inconscient collectif. Et personne ne veut donner ces données, mais enfin, elles sont déjà à disposition de beaucoup de monde, malheureusement. Peut-être quelques compléments sur un sujet dont on pourrait parler pendant très très longtemps. On ne va pas bloquer tout le monde toute la soirée, mais qui est absolument majeur et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la confiance. Plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on échange déjà des données. Elles ne sont pas centralisées dans des bases comme on en a besoin pour travailler sur justement de l'algorithmique, par exemple. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre à quoi elles vont servir, qui les détient, qui en est propriétaire et ce qu'on va en faire. Et puis après, de mettre des règles du jeu très claires pour que justement chacun puisse comprendre ce qui est fait de ces données, pourquoi elles sont utiles, parce qu'en fait elles vont permettre de soigner d'autres personnes et de comprendre des maladies. Quand on travaille sur de la recherche, on travaille à partir de données d'expérience. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe simplement, c'est que comme la capacité à faire des expériences de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, génère de plus en plus de données, eh bien, on crée ces grandes bases de données. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on dispose en France d'un trésor extraordinaire qui s'appelle le SNDS, le Système national de données de santé, qui centralise beaucoup de données de nos concitoyens et qui sont des données très pertinentes, collectées depuis longtemps, et sur lequel justement certaines structures comme le Health Data Hub commencent à travailler pour pouvoir générer des projets autour du numérique et notamment autour de l'algorithmique. Donc on a déjà cette stratégie qui est mise en place depuis longtemps avec des règles précises, et tout l'enjeu de l'information dont je parlais vers la société et vers chacun de nos concitoyens, c'est justement de comprendre ce qu'est une donnée de santé, ce qu'elle n'est pas, comment est-ce qu'on la travaille, comment est-ce qu'on la sécurise, comment est-ce qu'on garantit qu'on ne l'utilise pas ou on ne la vend pas à n'importe qui ou pour n'importe quoi. Et puis le dernier point que je voudrais ajouter, c'est faire la différence entre une donnée de santé et une donnée qui n'est pas de la santé, mais qui contient autant d'informations sur votre santé. Par exemple, si je prends les données de transport ou de déplacement qui montrent que vous allez toutes les semaines à l'hôpital, eh ben, je peux en déduire beaucoup d'informations. Pareil, quand vous allez sur Internet pour regarder des informations sur l'allaitement, eh ben, je peux tout à fait comprendre qu'à travers ça, vous êtes une femme enceinte. Donc il y a beaucoup de profondeur dans cette question des données. On ne pourra pas tout résoudre aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est absolument essentiel. Et là-dessus, il faut être très clair et poser des règles qui soient parfaitement partagées. Merci, très important. Je crois qu'il faut peut-être aussi ajouter quelque chose. Nos Canadiens ont commencé à mettre en place des projets de santé citoyenne au sens de don de la donnée à un dispositif. Actuellement, c'est le projet Pulsar qui est initié par l'Université de Laval au Québec. Et donc, cette santé, enfin du moins cette recherche participative contribue aussi, entre guillemets, à avoir, parce que nos nouvelles générations, nos enfants, rentreront dans ce domaine-là. Ça, c'est, alors je ne vais pas dire inévitable, inéluctable, en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Ils donnent déjà leurs informations, on sait pratiquement tous deux. Nos enfants regardent les tutos de maths pour s'aider. Voilà, donc les choses ont changé peu à peu. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se fait. Je pense aussi que si certaines choses étaient mauvaises, d'ailleurs on le sait, que ces choses-là sont mauvaises, elles sont publiées. Et entre guillemets, on recentre les choses. Mais ce projet au Canada nous intéresse beaucoup parce que derrière, c'est véritablement, on a du don d'organes, on a le don de la donnée. Donc je consacre un temps, entre guillemets, à livrer les informations dans un cadre qui est bien défini, et ce, quel que soit le type de recherche. Parce que c'est aussi ça qui est important. Sur les données hospitalières, il faut préciser pour des données que l'on va recueillir le sens de la recherche. Et même pour les données rétrospectives, toutes les thèses maintenant sont déclarées
chaque fois qu'on interroge les bases que je gère à l'hôpital sur les données PMSI, eh bien, on sait qu'il y a eu tel travail qui a été fait. Alors bien sûr, on n'a pas les données des patients. On ne sait pas rapprocher les choses. Mais juste pour vous dire, et ça va peut-être vous rassurer, même sur les bases médico-économiques nationales, dès le début, on n'a pas le droit de donner une information sur une zone géographique dans laquelle il y a moins de 5 cas de la pathologie, voire même moins de 10 cas. Donc s'il y a, entre guillemets, une maladie très rare à Coursegoule, on dira qu'il y en a 10. Voilà. C'était la première façon, puisque c'est la plus grande base de données, hein, c'est ce que disait Antoine Ténière, ce SNDS est en partie constitué de toutes les bases de données, entre guillemets, fournies par les établissements de santé publics et privés. Inès ? Oui, je pense qu'on va continuer. Tu penses bien. Ouais, je pense qu'on a un petit peu en retard. Artificielle. Non, merci Pascal pour ça. Et je voulais juste encore souligner le fait, autour des données de santé, vraiment, c'est très très important d'avoir appuyé sur ce point-là, parce que, et pour rebondir sur ce que dit Pascal, ces données de santé, on peut avoir parfois le choix de les donner, tandis que les autres données, moi je sais pas, mais on me demande pas vraiment sur mon téléphone quand je mets Google Maps si j'ai le droit de donner là où je vais, quoi. Donc là, on a le choix. Alors nous restons au sein du département des Alpes-Maritimes avec notre prochain speaker, donc Annie Sexy, donc qui est directrice de l'enfance. Donc Annie a 20 ans d'expérience de terrain auprès des familles et des enfants en difficulté dans des quartiers difficiles. En 2018, directrice de l'enfance, dans le cadre de ses fonctions, elle conduit avec l'aide de 120 collaborateurs la politique publique de l'enfance à partir de missions obligatoires, de particularités territoriales et des orientations des élus. Elle nous parlera aujourd'hui du PMI, des enfants placés, du numérique, et nous donnera son avis sur les atouts et les dangers de l'IA dans la santé globale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à vous de cette invitation. Je vais m'inscrire dans tout ce qui vient d'être dit, mais dans un monde qui est beaucoup plus inscrit dans la réalité. Et donc, essayer de parler de l'intelligence artificielle et de la santé globale dans les missions que l'on conduit tous les jours au niveau de la politique enfance au département des Alpes-Maritimes. Donc, la politique enfance, c'est de l'humain. Ça s'inscrit dans une direction qui s'appelle Direction des solidarités humaines. Et donc, c'est un monde qui, pour nous, est assez éloigné de l'intelligence artificielle. Et on a parfois des difficultés à appréhender le lien et la mise à disposition de l'intelligence artificielle au service de nos missions. Et pourtant, on intervient dans le cadre de la santé globale, qui a un autre périmètre d'intervention, qui couvre un autre périmètre que celui que j'ai entendu, puisque c'est un périmètre à la fois plus restreint, puisqu'il porte sur l'individuel, et très large, puisque la santé globale, c'est à la fois pour nous la santé physique, psychique, environnementale, affective, et soumise à tous les aléas et tous les impacts que peuvent avoir l'environnement social et pas que social sur le développement de l'enfant et pas que de l'enfant. Donc je vais essayer de très brièvement vous présenter quels sont les domaines dans lesquels on intervient en matière de santé globale au département. Donc on intervient sur la protection maternelle infantile et on intervient sur les enfants confiés. Et donc en matière de protection maternelle infantile, on conduit des actions médico-sociales sur notamment évidemment le début de la vie, c'est-à-dire les femmes enceintes, avant même qu'elles n'accouchent, sur les premiers jours de la vie, quand elles sortent de la maternité et qu'on déploie un étayage auprès de ces parents qui viennent de devenir parents. On intervient bien sûr dans la détection précoce des problématiques chez les enfants de moins de 6 ans. On effectue d'ailleurs des bilans dans les écoles maternelles pour repérer de manière précoce les difficultés. Et puis, on s'occupe de tout ce qui est mode d'accueil des jeunes enfants et de recueillir les informations en épidémiologie et en santé publique, informations qui sont traitées à notre niveau. Et puis, on s'occupe également de tout ce qui est planification et santé sexuelle, puisqu'on intervient dans le cadre des consultations médicales qui sont relatives à la maîtrise de la fécondité, dans le dépistage et le traitement des IST, dans les entretiens des IVG, pré- et post-IVG, dans le conseil conjugal et familial, avec la préparation à la vie de couple et à la fonction parentale. Et puis, on intervient de manière
plus globale dans des actions collectives que l'on conduit pour la prévention en matière des risques liés à la santé sexuelle. Donc les demandes des usagers sont multiples, elles portent sur tous ces sujets de la santé sexuelle, les contraceptions, le dépistage des maladies. Elles portent aussi sur tout ce qui concerne les consultations médicales de prévention en matière d'équilibre alimentaire, de sevrage tabagique, tout ce qui concerne évidemment la vie affective de ces enfants et de ces familles. On intervient également dans tout ce qui concerne les conduites addictives, le mal-être, et la prévention en matière de suicide. Donc vous voyez, la santé globale, pour nous, ça a une signification qui est extrêmement large. Et donc l'intelligence artificielle dans ce domaine, elle est compliquée pour nous, de la place où nous sommes, à appréhender. Pour autant, la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore nous a obligés à entrer de manière précipitée dans cette transformation numérique et à appréhender un monde qui était très éloigné de nos missions au quotidien. Et donc, on s'est révélé dans une capacité à créer des initiatives grâce au numérique qui nous ont permis et qui nous ont sensibilisés au fait que le numérique pouvait nous apporter une vraie plus-value dans le traitement et l'appréhension des situations, mais aussi dans l'optimisation du traitement des situations pour les usagers et pour leur bien-être. Et donc je vais essayer très rapidement là aussi de vous donner quelques exemples de la manière dont on a traité ces sujets et de ce que l'on fait quand même, de ce que l'on conduit au quotidien, notamment dans les services de protection maternelle infantile, puisque nous importons dans des bases de données uniques les avis de naissance que les communes nous transmettent. Nous faisons évidemment de la consultation, de la téléconsultation et de la prise de rendez-vous via Doctolib, puisque nous avons dans nos centres de PMI des médecins qui sont en capacité de faire de la téléconsultation. Et nous avons, dès le premier confinement, mis en œuvre de manière immédiate, puisque je rappelle quand même que nous étions confinés, que nos familles ne pouvaient plus se déplacer avec tout ce que vous connaissez. Et on a immédiatement mis en place de la téléconsultation pour ne pas connaître de phénomènes de rupture, notamment avec toutes les familles et les femmes vulnérables, enceintes, avec des grossesses à risque, des profils à risque, et puis des petits-enfants qui pouvaient très mal vivre ces situations de confinement. On a dématérialisé un certain nombre de procédures que nous avions sous forme matérialisée. On l'a fait très très rapidement. Et on a pu comme ça importer très rapidement les résultats des laboratoires. Enfin, on a amélioré nos organisations pour faire en sorte d'être réactifs et de ne pas pénaliser en fait nos publics. Aujourd'hui, on a encore évidemment de très très gros progrès à faire dans ce domaine. On travaille aujourd'hui sur l'importation des certificats de santé du jeune enfant en lien avec les services hospitaliers, puisque ça représente une matérialisation papier qui est extrêmement importante. Et puis on essaie aussi de dématérialiser ce qu'on appelle les liaisons hospitalières, puisque nos services de PMI travaillent bien sûr en étroite collaboration avec les services hospitaliers, notamment sur le repérage précoce des naissances à risque. Et nous avons donc ce qu'on appelle des liaisons hospitalières que nous tentons de dématérialiser. En matière de protection de l'enfance proprement dit, et notamment tout ce qui relève des enfants confiés, vous savez que les enfants, lorsqu'ils ne peuvent plus rester dans leur famille pour des raisons multiples et variées, sont confiés par mesure de justice ou par mesure administrative au département qui en devient le service gardien et qui est en charge de garantir leur sécurité, leur bien-être et de se préoccuper de leur santé globale dès lors qu'ils sont accueillis par nos services. Et donc là aussi, on a conduit un certain nombre d'initiatives et dans le cadre notamment de l'accompagnement à l'autonomie de nos jeunes pour préparer leur sortie, on a signé un accord avec la CPAM qui permettent à nos jeunes de pouvoir avoir un rendez-vous médical en amont de leur majorité et tout de suite après leur majorité. Mais surtout, on a permis à ces jeunes de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne directement
et on a créé un outil en fait spécifique pour leur permettre de rendre cet acte, qui est quand même pas simple pour les jeunes, plus accessible dans leur quotidien. On a aussi, pendant le confinement, pour préserver la santé psychique de nos enfants, confiés, je rappelle encore une fois que nous étions tous confinés et qu'on ne se rend pas toujours bien compte des effets que ça peut avoir sur ce monde qui est finalement assez obscur et assez méconnu du grand public. Et donc tous ces enfants qui sont confiés ont normalement des rendez-vous avec leurs parents, enfin les rencontres sur des temps de week-end, de loisirs. Et ils se sont retrouvés en totale rupture avec ces enfants et on a utilisé la visioconférence que nous n'avions jamais utilisée auparavant. Et donc, il a fallu qu'on forme de manière très rapide et très réactive à la fois les structures qui accueillent ces enfants, mais les familles d'accueil qui en ont la charge au quotidien, pour qu'elles utilisent le numérique pour pouvoir favoriser et initier des relations entre ces enfants et ces parents et éviter les ruptures avec toutes les conséquences désastreuses, évidemment, que l'inverse aurait pu avoir sur leur bien-être psychique et psychologique. Et on a mis aussi à cette occasion, et on a été un des seuls départements de France à le faire, on a initié le mentorat scolaire, puisque ces enfants qui sont déjà en grande difficulté en temps normal sur le plan de la scolarité et très en rupture, ont pu, grâce à une association qui s'appelle Break Poverty et qui d'ailleurs est portée aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle loi de protection de l'enfance, on a pu mettre en place un système innovant qui a permis d'équiper des enfants avec des ordinateurs et de bénéficier d'un mentorat, c'est-à-dire de l'accompagnement d'un étudiant choisi évidemment en fonction de ses appétences à faire ce type d'accompagnement, pour qu'il puisse accompagner ces enfants en difficulté à poursuivre la scolarité dans des conditions à peu près acceptables. Voilà. Donc c'est pour donner une très rapide idée de comment on s'est adapté et comment le numérique a apporté des solutions là où on aurait été très en difficulté si on n'avait pas eu ces solutions-là. Après, il y a les risques que le numérique peut engendrer si les enfants et les familles ne sont pas correctement accompagnés. Et donc, je voudrais insister sur la nécessité que nous avons tous de bien accompagner et de bien expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est le numérique et la bonne utilisation que nous devons en faire. On ne va pas ici revenir sur les risques comment dire, pour les tout petits avec les abus aux écrans, sur le fait que cette surexposition peut entraîner évidemment peut avoir des conséquences très désastreuses sur leur santé globale et sur leur développement physique et psychosocial. On est aussi très vigilant sur tout ce qui est, surtout pour nos jeunes qui sont quand même en difficulté, on est très vigilant sur tout ce qui est cyberharcèlement, sur tout ce qui est évidemment recrutement sur Internet de jeunes filles, etc. Et puis, on s'interroge depuis quelque temps sur les effets que peuvent avoir les algorithmes et les influenceurs sur le développement psychosocial de nos jeunes, cette référence que ont ces jeunes à des modèles qui sont générés par les influenceurs et qui ont des conséquences non négligeables sur leur santé globale et notamment sur le développement de leur santé psychosociale. Voilà, donc pour répondre très rapidement à la question intelligence artificielle et santé globale, on fait beaucoup d'efforts pour s'inscrire dans cette démarche qui, à mon avis, peut offrir de très belles et très grandes perspectives aux missions que l'on conduit tous les jours en matière de santé globale et d'accompagnement de cette politique enfance qui est une politique compliquée. Alors, on en perçoit moins les possibles puisqu'on travaille dans l'humain, mais pour autant, comme l'a dit le docteur Aubanel, on espère que des inventeurs viendront nous apporter des solutions pour qu'on puisse percevoir les possibles là où aujourd'hui on ne les perçoit pas forcément. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci de ce retour d'expérience, de ce témoignage. Finalement, nous aurons eu la santé à domicile, les vulnérabilités, la position d'un département extrêmement actif, proactif, très dynamique. Est-ce qu'il y a des questions pour notre intervenante concernant cette problématique? Oui, Marco? Oui, parce que ce que Madame a dit, c'est très intéressant. Parce que la question qu'on a posée, mythe ou réalité, je pense de comprendre de tout ce que vous avez dit, que peut-être vous y étiez dans les mythes, mais que maintenant, vous venez dans la réalité. Et que tous ces outils, le numérique, l'intelligence artificielle, l'ordinateur, tout ce qu'ils comportent, ils sont là pour aider. Il y a des risques, vous l'avez bien dit, il faut faire attention, mais certainement, vous nous avez fait comprendre comme aujourd'hui, les numériques et l'intelligence artificielle sont capables de vous amener du mythe à la réalité. Est-ce que j'aurais bien... C'est tout à fait ça. C'est la crise sanitaire. Alors même si effectivement avant la crise sanitaire, on était déjà dans une démarche qui nous dirigeait vers ce monde qui est encore une fois méconnu, qui était très méconnu pour nous. La crise sanitaire a accéléré cette entrée dans la transformation numérique et effectivement, ce n'est plus un mythe aujourd'hui. C'est une vraie réalité dont on perçoit surtout tous les possibles et toutes les perspectives, même si on les perçoit de façon abstraite, mais en tout cas, on a bien intégré le fait que l'intelligence artificielle peut nous apporter et apporter aux usagers dont on s'occupe au quotidien un plus demain. Et donc tout le défi, ça va être effectivement de transformer aussi les pratiques professionnelles et d'intégrer l'intelligence artificielle et le numérique davantage dans les pratiques professionnelles. La question est, est-ce que vos enfants, entre guillemets, viennent à la maison de l'intelligence artificielle? Alors, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Parce que le fait de venir aujourd'hui à la maison de l'intelligence artificielle, comme souvent, a éveillé beaucoup d'idées et donc beaucoup de possibles sur lesquels nous allons capitaliser. Oui, alors c'est extrêmement important parce que, indépendamment donc de bien comprendre l'utilité de ce lieu, il y a aussi un élément dans le design ou en tout cas la perception qu'ont les utilisateurs de tous ces systèmes. Les pros parlent de UX, de User Experience, et je suis persuadé et je ne pense pas être démenti par Paul Sgro, que les enfants qui viennent ici auront aussi des idées à vous apporter. Et que peut-être c'est un changement, entre guillemets, c'est-à-dire que, alors mon collègue Antoine Tenière a travaillé sur la simulation, il me faisait d'ailleurs remarquer que le docteur Adjej avait été formé à Illumens, donc vous voyez que le lien se fait assez naturellement, mais c'est surtout, et ça je le tiens aussi d'un de mes maîtres à Bordeaux, le professeur Salamon, c'est qu'on apprend beaucoup plus de nos thésards qu'on apprend à nos thésards. Et je crois que ça c'est un point important. On a peut-être un déficit de connaissances. Certainement, le déficit de connaissances existe chez nous. Peut-être qu'on peut leur apporter l'expérience. Et effectivement, j'oserais dire, sans pour autant les censurer. Et je crois que derrière, cet apport de la créativité des jeunes est extrêmement important. On les forme. Est-ce qu'on les déforme pas? Question, on va dire, à 3 €. Hein. C'est assez facile de faire ce jeu de mots. Mais c'est vrai que les mettre dans une situation d'expérimentation, une situation de simulation, en fait, on ne fait rien d'autre que les mettre en immersion. Et je crois que ça, c'est un point aussi important. Hein. On a parlé la fois dernière de cette formation à la santé numérique qui fait partie du plan de relance et de la stratégie d'accélération du numérique en santé. On a la chance à Nice d'avoir été retenu comme centre préfigurateur. Et derrière, on va mettre les gens en situation pour essayer non pas d'avoir une logique théorique d'abord et ensuite pratique, mais un peu à la Célestin Freinet. Étant élu de Saint-Paul-de-Vence, je ne me devais de le reciter là-dedans, c'est-à-dire qu'on va les faire manipuler. Et ensuite, on va reprendre un certain nombre d'éléments théoriques.
théorique, et vous avez raison de parler de la cybersécurité. Mais la cybersécurité, à ce moment-là, on arrête tout aujourd'hui, parce que vous ne savez pas où s'en va votre diffusion. Vous ne savez pas, quelque part, qui est en train d'écouter. Et ça, c'est aussi un élément, entre guillemets, d'usage qu'il nous faut bien comprendre. Merci beaucoup, merci de toutes ces belles interventions. Il me revient donc la lourde tâche, parce que j'ai toute la famille qui me regarde, de présenter donc le dernier intervenant, Bernard, pardon. Pourquoi Bertrand? Galtier-Doriac, donc docteur vétérinaire, diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon, titulaire d'un doc de sciences, praticien libéral canin et équin pendant 33 ans. Je rappelle quand même à nos auditeurs que les vétérinaires sont des professions de santé. Dans les professions de santé, il y a des médecins, il y a les médecins, j'oserais dire, de l'homme, il y a les médecins de l'animal. Alors, il n'y a pas les médecins du végétal, ce ne sont pas des... Mais finalement, on pourrait se poser des questions, on va l'aborder. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Enseignant en soins vétérinaires équins pour la Ligue régionale d'équitation Rhône-Alpes. Il intervient en biomécanique du cheval pour cavaliers professionnels et amateurs en concours de saut d'obstacles, CSO pour les initiés. Préparateur physique et vétérinaire pour chevaux de horseball. Co-organisateur et vétérinaire sanitaire pour événements d'équitation. Co-organisateur du Merial Music Tour, ça c'est... pour le fun, par son parcours professionnel. Bernard Galtier-Doriac s'est intéressé dans les années 2000 aux travaux d'imagerie dynamique en biomécanique du cheval réalisés par le professeur Jean-Marie Denoy. Passionné par son art, il a assisté aux premiers pas de l'intelligence artificielle en santé animale, imagerie, analyseur, implant, clé USB pour dossier médical canin. Bernard, c'est à vous. Merci parce que... Alors d'abord, je tiens à remercier le professeur Staccini, ou Staccini, c'est comme vous voulez, et Staccini, et Inès Galtier-Doriac, organisateur, et puis je vais aussi donner des réponses à Antoine Ténière, puisqu'il en attend, mais je pense qu'il est déjà au courant de beaucoup de choses qui se passent dans le domaine animal et surtout au niveau des zoonoses. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette conférence, dont le sujet est très vaste, mais pour lequel je vais tenter humblement d'apporter ma pierre à l'édifice d'une réponse objective. L'intelligence artificielle en santé animale, je donne une réponse en tout cas tout de suite. C'était une introduction en termes de conclusion, s'avère en effet bénéfique à la santé humaine. Et c'est pour cette raison que nous pouvons parler de globalisation. Alors qu'on s'entende bien, il y a santé globale. Et globalisation, santé animale, intelligence artificielle et santé humaine, c'est plutôt ce que je vais aborder dans ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine animal en intelligence artificielle? Énormément de choses, donc on ne pouvait pas tout aborder en tout cas. Il y a certaines réponses qui vont être apportées. Pascal Staccini disait effectivement il y a les médecins vétérinaires, il y a les médecins humains et il y a les médecins végétaux. Alors pourquoi on va en parler? C'est parce que les médecins végétaux s'occupent d'agronomie et nous en tant que vétérinaires, il faut savoir qu'on est vétérinaires aussi qui nous occupons d'agronomie. Il y a les ingénieurs agronomes, mais nous aussi nous sommes occupés d'agronomie, de culture, de parasites, d'insectes qui parasitent les cultures, etc. C'est pour ça que toute cette santé globale va être abordée dans ce qui suit. Alors, les avancées technologiques en intelligence artificielle dans la santé humaine ont toujours servi la santé animale et le domaine vétérinaire. Mais à l'inverse, et depuis quelques années, des nouveautés et des inventions utilisant l'intelligence artificielle dans la santé animale se mettent au service de la santé humaine. Ce qui est très important à comprendre, et c'est beaucoup d'enjeux, en tout cas aujourd'hui, pour faire progresser cette intelligence artificielle, c'est que l'actualité scientifique et politique se tourne de plus en plus vers l'écologie. Alors c'est un grand sujet, les gens entendent ça, l'écologie, qu'est-ce que c'est? Tout le monde était un petit peu idéaliste à ce niveau-là, mais en tout cas c'est une réalité. On se tourne vers l'écologie, on se tourne vers un développement d'une agriculture biologique. Alors le bio, c'est très sympa, c'est très à la mode, c'est très snob parfois, mais en tout cas ça existe, il faut y aller. Et puis on se tourne vers l'amélioration de la qualité
des produits de consommation qui en sont issus. Bon, pour preuve, les dernières histoires qu'il y a eu avec la salmonellose dans certains produits vendus, voilà qu'on ne citera pas. Et au même titre, le vétérinaire profite des innovations en intelligence artificielle pour la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention, et le diagnostic. Et les nouveaux matériels qui sont dotés de cette intelligence artificielle améliorent l'interprétation des résultats et affinent le diagnostic, et même si on en a discuté tout à l'heure, dans un temps beaucoup plus court. Donc ce qui est intéressant, c'est cette réactivité. Pour citer des choses qui sont faites en termes d'intelligence artificielle avec certains matériels, je vais citer le laboratoire IDEX, qui est un des plus gros laboratoires mondiaux en termes de matériel de diagnostic. Et il propose des nouveaux matériels d'analyse sanguine. Alors, le dernier en date, c'est l'analyseur ProCit1 et urinaire, et celui-ci, c'est le SediVue DX. Et ces analyseurs permettent d'identifier au plus vite des perturbations et des pathologies. Pour aller un peu plus loin, le ProCit1, et on va rester très vulgaire, on ne va pas rentrer dans le détail, permet par sa technologie d'intelligence artificielle d'identifier plus rapidement des cellules sanguines. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un frottis, on regarde des cellules. Et l'avantage de cette intelligence artificielle, c'est que ces cellules sanguines vont être bien identifiées à l'aide de capteurs laser. On ne rentre pas dans la technique. Et cela permet de séparer parfaitement les catégories de cellules en évitant l'interférence avec des fragments ou d'autres populations cellulaires. C'est-à-dire qu'on a une vision en 5 dimensions de ces cellules qui permettent de bien les identifier, de voir si elles sont normales ou anormales. Et c'est ainsi que, en prenant aussi en compte des profils de résultats, on va faciliter l'interprétation de cette analyse par ces analyseurs, et on va mieux aider à poser un diagnostic. L'analyseur SediVue X, alors lui, il s'occupe de l'urine. Il a une caméra numérique haute technologie, il a un microscope inversé, et il procure des images évaluées par l'intelligence artificielle, beaucoup plus claires, et qui identifient là, pour être très simple, mais tout le monde a fait des analyses d'urine et tout le monde sait ce qu'il y a dans ces urines. On identifie des bactéries, des types de cellules, des types de cristaux, des types de cylindres urinaires. Donc ça fait gagner un temps précieux et ça permet effectivement de mieux expliquer les résultats aux clients et de mieux soigner les patients, en tout cas de prendre des traitements très adaptés. Nombreuses sont les recherches en intelligence artificielle pour la santé animale et beaucoup en cours au profit de la santé humaine. Alors, je vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est un sujet vaste, mais en tout cas, on fait un élevage intelligent des animaux de rente aujourd'hui, et on va voir par la suite à quel niveau ça se fait. Les animaux de compagnie, par l'intelligence artificielle, les analyses et les diagnostics sont mieux soignés. Il faut savoir que les animaux de compagnie, que sont nos chiens, nos chats, nos nacs, tels les lapins, les cobayes, etc., sont des donneurs de soins. On parle de santé globale. Ce sont des donneurs de soins. Au même titre que les chevaux, s'ils sont bien soignés, sont des donneurs de soins. L'équithérapie existe. Elle existe pour... vous connaissez certainement, pour les handicapés, que ce soit des handicapés moteurs ou des handicapés psychiques. Donc très important. Et puis l'agronomie, aujourd'hui, est mieux contrôlée et on va vers une agronomie biologique grâce à l'intelligence artificielle. Mais il existe quand même une problématique, c'est celle de coordonner l'intelligence animale et la santé animale, l'intelligence artificielle, pardon, et la santé animale, de rapprocher les compétences, je crois que tout le monde le vit ici, les idées fusent, la recherche avance, effectivement, les moyens manquent souvent, mais le plus important, et là on va parler peut-être d'éthique, c'est de faire des choix raisonnés, viables et surtout indispensables à l'amélioration de la santé en général. Donc là, je vais vous présenter 3 innovations dans le domaine qui est plutôt proche de l'agronomie, mais qui va effectivement parler de cette santé animale liée à la santé humaine. Alors le premier exemple, on peut voir juste parce que c'est sympa de voir des petites photos. Voilà, ça sera un petit peu le côté, c'est le pou, en fait le puceron, pardon, vert du pois. Alors ce petit puceron que vous voyez, qui est bien, c'est sur une tige végétale, qui se confond parfaitement avec cette tige, il fait énormément de dégâts. Il fait énormément de dégâts et c'est le cauchemar des agriculteurs, des jardiniers. Il se pose sur les plantes.
sur les plantes principalement de la famille des légumineuses, donc le pois, la luzerne, le trèfle. Ce sont des aliments qu'on trouve, en tout cas des végétaux qu'on trouve naturellement dans les prés, et puis qui servent aussi à faire du fourrage. Donc ils sont atteints par ce puceron vert du pois, et le puceron en extrait la sève, et les dégâts sont irrémédiables. Il peut détruire plusieurs hectares de récolte. Et ça, c'était encore le cas en 2020 sur des hectares de betteraves. Et d'ailleurs, à cet effet, il y a eu une dérogation de réutilisation de pesticides de type néonicotinoïdes. Donc, ce puceron vert a intéressé un laboratoire, et c'est le laboratoire BT2I, qui est une unité mixte entre l'INSA, donc à Lyon, et le département santé des plantes et environnement de l'INRA. Et tout cela se passe à Lyon, enfin à Villeurbanne pour être précis, sur le campus de la Doua. Issu de sa recherche, de ce laboratoire, eh ben, un robot est né, le robot laser Green Shield. Et ce robot, pourquoi a-t-il été créé? Ben, pour effectivement lutter de manière intelligente contre ces parasites, mais surtout éliminer, et c'est le sujet d'avenir, c'est éliminer les pesticides, bien évidemment. Donc ce robot, il veut éliminer ces pesticides. Un petit rappel sur les pesticides. Alors moi j'ai redécouvert des choses parce que c'était loin de moi depuis longtemps en tant que vétérinaire. C'est que l'utilisation des pesticides, il y a seulement 0,3% des pesticides qui atteignent définitivement leur cible. C'est-à-dire, oui, c'est très peu. Et ça veut dire que des parasites sont touchés, mais pas suffisamment. Ceux qui meurent, c'est 0,3%. Et pendant ce temps-là, les pesticides sont dans l'air, se répandent. Alors, on n'est pas obligé de faire la grimace. Il y en a qui sont plus ou moins dangereux, mais en tout cas, c'est vrai. Et les victimes collatérales, ce sont effectivement les insectes pollinisateurs. Et donc, ces insectes pollinisateurs, s'ils meurent, eh ben, la reproduction des plantes s'effondre. Et bien sûr, la santé des animaux de rente et des consommateurs est complètement impactée. De surcroît, les insectes parasites qui sont au contact de ces pesticides qui les atteignent très peu, ils deviennent d'autant plus résistants à leurs effets. Et c'est tout à fait comparable en médecine humaine à l'emploi d'un antibiotique sous-dosé sur un laps de temps trop court. Enfin, le projet Green Shield donc, est né en 2017 de ces constatations du besoin de trouver des alternatives durables et applicables à grande échelle. Et c'est François Feugier, son inventeur, qui a créé un laser robotisé. Depuis, ce laser est fabriqué par la start-up Green Shield Technology, avec la participation de 4 laboratoires. Et ils ont développé un prototype, au revoir professeur, ils ont développé un prototype pouvant rouler au-dessus des plants, équipé d'une caméra qui détecte les pucerons, et un boîtier laser et un banc optique qui les élimine. Il faut savoir que le boîtier laser, le laser a été étudié pour sa fréquence et son atteinte pour éviter de dégrader, bien sûr, les plants des végétaux que l'on visait. Donc les perspectives sont optimales pour l'utiliser sur d'autres espèces, plus facilement détectables, parce que le puceron vert du pois, il est tout petit, mais il y a des espèces parasites insectes qui sont beaucoup plus grosses. Donc ça promet un avenir à ce robot plutôt rose. Depuis, cette start-up a commercialisé aussi une solution de désherbage. Alors, ça va faire une transition pour la suite. Une solution de désherbage haute précision à faisceau laser infrarouge pulsé, peu importe, en tout cas ça marche. Et puis, de nouvelles solutions sont nées de l'intelligence artificielle pour parvenir à une agriculture durable et respectueuse de la biodiversité et de la santé humaine. La transition donc est faite après le puceron vert. On peut trouver d'autres robots. Et là, je vais parler d'une société qui s'appelle Vitirover, qui est basée à Saint-Émilion. Donc, ça fait un peu de bonheur. Saint-Émilion, on pense au vin. Et c'est vrai que le propriétaire, en fait, de ce château, qui est le château Caron de la Gaffelière, à Saint-Émilion, s'est dit, mes vignes sont souvent attaquées, souvent parasitées, que puis-je faire ? Et donc, cette société, c'est une vraie révolution pour l'entretien des sols agricoles et industriels. Arnaud de la Fouchardière, donc le propriétaire de ce château, et Xavier David Beaulieu ont mis au point un robot. Alors, il a toutes les qualités, ce robot, parce qu'il est alimenté par énergie solaire.
on parle d'écologie. Il a 2 GPS et il est piloté, géré par ce qu'on appelle des bergers. En fait, ce sont des techniciens qui sont connectés, soit par tablette, soit sur des portables. Et il est capable de couvrir jusqu'à 2 hectares, un seul robot. Et donc jusqu'à 100 hectares avec une flotte ou ce qu'on appelle un troupeau de 50 robots. Ces robots sont capables d'entretenir donc de grandes surfaces de terrain enherbées. Alors on pense à la végétation bien sûr, ou à l'élevage agricole, donc les vignes, les vergers, mais aussi les fermes photovoltaïques par exemple. Donc très intéressant pour l'avenir. Et cette société, ce n'est pas un secret, est en train d'être en tous les cas chassée par le plus gros fournisseur d'électricité italien pour entretenir justement ces fermes photovoltaïques en Italie. Donc les différents impacts et intérêts de son utilisation sont bien sûr environnementaux, et là aussi on repart contre la lutte contre les pesticides. C'est sûrement la fin, en tout cas on y tend, de l'utilisation des produits phytosanitaires, le glyphosate. La précision de coupe de ce robot et la configuration, ça évite d'endommager les pieds de vigne, ça évite d'endommager les pieds d'arbres fruitiers. Donc quand on sait qu'il y a des pieds de vigne de plus de 40 ans qui ont une protection exceptionnelle, on voit l'intérêt de ce robot, donc l'intelligence artificielle qui permet effectivement de faire tout ça. Quel avantage aussi a-t-il ? Il est d'un poids léger, il fait entre 8 et 10 kg, donc il n'enfonce pas les sols. Il est de faible consommation énergétique. Et il possède, et là aussi un sujet qu'on aborde souvent, il possède une excellente performance environnementale, 32 grammes de CO2 par kilowatt, soit, pour être plus clair, c'est 20 fois moins qu'une tondeuse à gazon, à énergie fossile, c'est 25 fois moins qu'un tracteur, et c'est 2 fois moins qu'un robot à batterie rechargeable. Et que fait cette société ? Elle offre un système d'abonnement en fait aux agriculteurs, aux industriels, d'une location de troupeaux de robots pour l'entretien des surfaces. Et le client paye un abonnement à l'année. C'est plus onéreux que le glyphosate, mais finalement le glyphosate on va en mettre plus parce qu'il est moins efficace. Mais c'est inférieur à l'achat et à l'entretien de tracteurs. Ces 3 niveaux de lame, alors ça c'est pour terminer technologiquement, mais c'est très important sur un plan santé et entretien des cultures. Ces 3 niveaux de lame permettent de programmer une hauteur de coupe idéale qui permet de préserver une couche herbée suffisamment humide et avec un biotope complètement respecté. La première utilisation, je vous l'ai dit, ça s'est fait au Château Caron de la Gaffelière à Saint-Émilion. L'entreprise Vitirover, depuis, travaille sur d'autres types de robots. Et encore là, c'est un avenir agronomique. Le robot Big Data, qui lui va être équipé de caméras et de capteurs météo. Et on voit les dégâts de la météo aujourd'hui sur l'agriculture, qui permet de mesurer l'évolution d'une population d'insectes. Par exemple, la flavescence dorée, ça vous parle peut-être pas, mais ça fait énormément de dégâts dans les cultures viticoles. Faire de la prévision de rendement, c'est-à-dire, bon, telle parcelle, effectivement, va faire tant d'hectolitres à l'hectare. Et puis, d'établir une cartographie de la parcelle, savoir où ça pousse mieux, quel type de pied il faut mettre ici ou là. Et l'objectif étant de réduire au maximum, et là encore, l'utilisation des implants phytosanitaires. Donc, une lutte contre les pesticides, donc une protection de la santé humaine, forcément. Et puis un autre robot, le robot Grape, sur lequel est ajouté un bras. Alors ça c'est très technique pour distribuer automatiquement, mais c'est intelligent, des pièges à phéromones qui vont diminuer la reproduction en fait du ver de la grappe. Donc les slides, c'est pas utile parce que je m'étends un petit peu, on peut passer directement à la suite. Et le troisième exemple que je vais vous citer, c'est une ferme qui se situe en Côte d'Armor, et c'est une ferme qui est entièrement robotisée. Cette ferme a pris le pari sur l'avenir dans du matériel doté d'intelligence artificielle. C'est encore des robots, ce ne sont pas des algorithmes, des choses comme ça, mais c'est encore des robots intelligents. Et Antoine Baxière et son papa, Michel, très investis et se sentant concernés par l'intérêt de la modernité en matière de production et de santé animale, ont pris l'initiative il y a quelques années de robotiser entièrement leur ferme de 120 vaches laitières qui s'étend sur 140 hectares de production agricole. Ils ont fait l'acquisition de 4 robots pour un investissement d'1,5 million d'euros. C'est pas énorme parce que moi, quand je regarde au début, quand je suis arrivé dans mes études véto,
il y avait un truc génial qui a été inventé, ce sont les quotas laitiers. Et les quotas laitiers, on a dit aux agriculteurs, bon, arrêtez la production mixte, arrêtez la production de viande, mettez-vous à la production laitière. On a vu le dégât que ça a fait, le nombre d'agriculteurs qui se sont trouvés surendettés et qui ont fermé. Là, 1 million d'euros, c'est rentabilisé en 7 ans. Donc la décision, c'était parce que ce jeune agriculteur qui a 27 ans s'intéresse à tout ce qui est nouveauté et nouvelles techniques, mais surtout parce qu'un robot, ça travaille 7 jours sur 7. C'est jamais malade, ça prend pas de vacances. Et puis surtout, ça diminue, on aborde peut-être un sujet aussi social, la pénibilité au travail. Hein. Donc, chaque vache dans cet élevage est dotée d'un collier connecté, d'un boîtier connecté sur son collier, et qui prend des informations sur sa vie de tous les jours, la station debout, la station couchée, comment elle mange, à quelle heure elle urine, etc. Donc ça permet de donner un état de santé de l'animal. Et à chaque passage à la traite, il y a une salle de traite, hein, le robot recueille les informations, ce qui permet de connaître son état et de prévenir un problème de santé. Le préventif, donc, compense ici le curatif, et ça coûte beaucoup moins cher quand on sait ce que coûte un vétérinaire ou un technicien d'élevage, et surtout ce que coûtent les produits. Et il faut savoir que dans le domaine agricole, et là aussi ça a un impact sur la santé humaine, on utilise énormément d'antibiotiques. Et on sait que les antibiotiques, on a reproché souvent aux vétérinaires de faire une utilisation des antibiotiques largue à manu, ce qui aurait provoqué effectivement pour les mêmes molécules des antibiorésistances en humaine. Donc là, on réduit absolument tout ça. Et puis il y a un robot qui est chargé de la distribution de l'alimentation, avec un contrôle de la composition. Donc ce qui est génial, c'est que ce robot, il est en alimentation continue, ce qui empêche les animaux de se faire concurrence, donc à l'auge, et donc qui enlève du stress. On parlait de bien-être, donc moins de stress, donc un meilleur lait, une meilleure qualité de lait, forcément. Il est capable de donner telle ration à tel endroit, avec un assemblage de fourrage et de minéraux requis à 100 grammes près. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très précis. Et l'alimentation, en tout cas dans cette ferme, provient pour une large part de la production des 140 hectares qu'ils ont. Et puis il y a un robot pailleur. Alors ça, faut bien imaginer, c'est en l'air, ça passe, ça met la paille régulièrement, mais surtout, il découpe la paille à la bonne dimension. Il faut savoir que la digestion chez les herbivores est très importante. Et si elle est coupée à la bonne dimension, c'est mieux digéré. Et puis aussi, ce robot, il dépoussière la paille. Et ça évite beaucoup de pathologies respiratoires, et principalement chez les veaux. Donc le résultat en fait de cet investissement, c'est que on a une meilleure production en lait de qualité. Il y a plus 10% aujourd'hui de production en plus. On a une meilleure digestion des vaches, donc moins de risque de météorisation, et on parle beaucoup d'émissions de méthane dans l'air, hein, ça obsède beaucoup de monde, donc c'est une très bonne chose. Il y a un gain de temps, une souplesse de travail, et puis, par conséquence immédiate, des produits de meilleure qualité, donc une santé humaine améliorée par leur consommation. Voilà pour la présentation de ces trois innovations en matière d'intelligence artificielle en santé animale et utiles pour la santé humaine. Et puis donc, tout cela nous amène à une discussion qui concerne notre sujet, pleinement notre sujet. D'abord, le regain d'intérêt récent pour l'intelligence artificielle, les nouveaux outils et les matériels d'aide à la détection en santé animale et d'aide à la gestion sanitaire, on est en plein dedans, sont les atouts incontournables d'un rapprochement réussi, moi je le dis carrément, entre l'intelligence artificielle, santé animale et santé humaine. Mais, et Antoine Ténière est parti, c'est dommage, mais il est en plein dedans aussi, le futur proche doit s'inscrire en fait dans une politique innovante et efficiente qui passe obligatoirement par la formation de nouvelles compétences en intelligence artificielle, alors formation chez les vétérinaires, formation chez les médecins, formation chez les ingénieurs agronomes, formation chez les informaticiens, formation chez les kinés, je ne sais pas notre ami, mais en tout cas on en a parlé tout à l'heure. Donc une formation professionnelle du départ en intelligence artificielle pour qu'ils se préparent à pouvoir utiliser et comprendre les nouveaux outils qui seront mis à leur disposition. Et puis, même aujourd'hui, dans ce qui existe déjà dans les sociétés ou les startups, c'est le recrutement de spécialistes d'intelligence artificielle.
Deuxième chose très importante, c'est établir une cartographie de ce qui est fait en intelligence artificielle au service de la santé animale, cartographie des sociétés ou des universités qui travaillent en intelligence artificielle. Aussi l'établissement d'une cartographie des sociétés qui utilisent cette intelligence artificielle à la fabrication de nouveaux matériels. Donc tout ça n'est pas fait aujourd'hui parce que j'ai cherché, moi, de mon côté, savoir si c'était centralisé. Pas du tout. Ça n'est pas centralisé et il y a un gros travail à faire, en fait, et on parlait de rapprocher les compétences et de la formation, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis enfin, je dirais que la nécessité d'identifier les besoins, ça c'est la première chose, de communiquer, d'éduquer afin de rapprocher le secteur public et privé, de lever des fonds pour la recherche et ses applications, ce sont les leviers d'un avenir gagnant pour la santé animale et donc la santé humaine. Il est impératif de découvrir l'intelligence artificielle et ses applications en santé animale et en santé humaine, en établissant le lien avec le public. Je pense que ce type de conférence le permet aussi. Avec les éleveurs, avec les syndicats agricoles, avec les services publics et avec les organismes privés. Voilà à quoi servent en fait ces échanges d'idées aujourd'hui. Je pense que ça peut avoir un gros impact et on peut accélérer les choses pour réussir à centraliser tout ça. Et puis la santé globale n'est donc pas une vue de l'esprit, loin de là, mais bien une réalité. Et je remercie d'ailleurs la Maison de l'Intelligence Artificielle et ses membres, bien sûr de m'avoir invité, mais d'être à l'origine de cette initiative et de répondre au plus vite aux attentes du monde de demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, un grand merci à tout le monde. C'est la conclusion de notre cycle de 3 conférences sur la santé, un thème que je suppose tout le monde considère très important. Et aujourd'hui, on a parlé de la santé globale. C'est intéressant qu'on n'est pas seulement dans la partie humaine, mais aussi dans la partie animale, dans la partie du monde qui est autour de nous. Et tout ça doit être quelque chose qui est important à comprendre et surtout à protéger. Je voudrais finir avec une réponse à la question mythe ou réalité. Est clair. Et les experts du département, ils nous ont fait clair qu'on passe du mythe à la réalité. Parce qu'on est maintenant avec l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. C'est intéressant, c'est qu'on a présenté M. Toriac maintenant aussi dans l'agriculture, dans l'agronomie, un peu partout, l'intelligence artificielle rentre. Mais c'est là qui est important de faire comprendre. Elle est là pour aider. Elle est là pour nous faciliter la vie. Et pour finir sur la réalité, je voudrais vous inviter tous, le 14 avril, au Palais des Festivals de Cannes, où on ouvre le World AI Cannes Festival, où on pourrait voir la réalité qui aujourd'hui existe dans le secteur de l'intelligence artificielle. Merci à nos intervenants, merci à Pascal et à Inès qui nous ont vraiment animé 3 conférences formidables. Et je trouve aussi, et je finirai avec ça, que j'ai vu une très belle coopération entre la MIA et les départements. Et ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on la continuera. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.